parcourir, tu vas chercher à savoir où est-ce qu'on peut juger ce président du conseil-là. Tu ne trouveras rien. Donc ça veut dire que lui, il est un super-homme. Oh oui, c'est taillé à sa mesure. Hein. Voilà. Maintenant, ils disent qu'ils font un gouvernement, un régime parlementaire. Dans les régimes parlementaires, le Premier ministre et son équipe sont élus. Lui, il n'est pas élu. Lui, il n'est pas élu. Il a été désigné parce qu'il est le chef de la majorité parlementaire. Donc, ce qui veut dire que Sami Doutouré a plus de légitimité que lui. Doutouré a été élu par le Parlement. Par le Parlement. Mais lui, il a été désigné dans la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'il a moins de légitimité que Sami Doutouré. Il n'est pas député. Il n'est pas député, voilà. Il a été tout simplement désigné par les députés. Tout à fait. Dans un régime parlementaire, tous ces gens-là, tous ces députés, le Premier ministre est élu d'abord député, avant d'être nommé, avant d'être Premier ministre. Mais lui, comme il ne veut pas être Premier ministre, il veut être président du Conseil de la République. Ce Conseil de la République, il n'existe pas. Puisque le Conseil qu'il dirige, c'est le gouvernement. Il refuse d'être le président du Conseil des ministres, c'est-à-dire le Premier ministre. La notion de Premier ministre n'est apparue en France que à partir de la Ve République, c'est-à-dire de De Gaulle, la Ve République de De Gaulle. C'est celle qui a actuellement en France, à ne pas confondre avec la Ve République togolaise. Donc, avant la Ve République française, on parlait du président du Conseil. C'est ça qu'ils ont voulu copier, mais ça, il est Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Beaucoup de choses ont été dites. C'est tout à fait ça. Voilà. Bien, alors, on continue. Comment concevez-vous l'avenir du Togo avec Faure Gnassingbé ou sans lui? Avec Faure Gnassingbé. Avec Faure Gnassingbé, on va continuer à naviguer à vue. Avec Faure Gnassingbé, c'est ce qu'on a vécu depuis 20 ans. Avec Faure Gnassingbé, ce sera pire. Ce sera pire parce que, comme je l'ai dit tantôt, le pays est par terre économiquement. Et ça ne peut pas s'améliorer. Hein. Comme l'a dit Mme Yakadé, avec Faure Gnassingbé, si vous lui donnez encore 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, ça ne va pas changer. Ça va s'empirer. Puisque les gens qui sont au pouvoir, ils se sont fourvoyés, rien n'est positif. Donc, sans Faure Gnassingbé, c'est là où va commencer le décollage. Parce qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que je vois l'avenir du Togo. Et les Togolais doivent tout faire pour qu'on arrête cette bagaille-là. Ça doit s'arrêter. Et les gens de UNIR eux-mêmes le voient parce qu'il n'y a pas d'issue. Ils doivent mettre la main à la pâte, venir au combat pour qu'on libère le pays dans l'intérêt de nous tous. Avec Faure Gnassingbé, il n'y a rien, on ne peut rien gagner. On ne peut rien. Vous voyez? Donc c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si on peut dire autre chose. Hein. Peut-être des questions. Oui, peut-être dans les questions. Ouais. Bien, Niantougou regorge de grands cadres de votre préfecture. Certains aujourd'hui constituent les chevilles ouvrières de Faure. Il y en a qui sont dans l'administration, d'autres sont des officiers supérieurs de l'armée togolaise. Je cite pêle-mêle le tonitruant Gilbert Bawara, par exemple. Il y a le feu Kanekatoua, donc celui-là qui est décédé tout récemment. Il y a Calix Majulba, le frère aîné de Bitala Majulba, le défunt, etc. Ouais. Vous pouvez d'ailleurs vous glorifier d'avoir un aérodrome, mon cher Joseph. Bon. Parlez-nous un peu de ces cadres
qui sans doute font la fierté de Niamtougou ou bien des Naouda. Ah, vraiment, la question là, je ne sais pas s'ils font la fierté des Naourouba. Ce que vous avez cité. À vous de le dire, hein? Non, moi non, je vous réponds. Ceux que vous avez cités nommément ne font pas la fierté des Naourouba. Il y a d'autres, il y a bien entendu d'autres qu'on ne connaît, qu'on ne cite pas, mais dont on ne parle pas. Ils sont là, comme il y en a dans toutes les ethnies. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé des cas de Niamtougou, mais certains sont la cheville ouvrière près de Fort. Ce que vous avez cité, c'est eux qui sont les faucons du système, il faut le dire. C'est des gens qui souhaitent que le système soit là éternellement, parce qu'ils ont acquis des choses qu'ils veulent préserver, comme tous ceux avec qui ils commettent ces crimes-là. Donc, ce n'est pas eux qui ne font pas la fierté de Felgou, pas loin de là. Bon, ils font le bruit, comme Bawara, il fait le bruit, certainement pour maintenir des intérêts, pour se maintenir aussi, parce qu'il est presque un super ministre, il est là depuis il y a des mois. Hein. Ouais, donc, ça n'a rien à voir avec Niamtougou. Hein. Bon, bien entendu, comme ils veulent toujours exploiter notre pays par préfecture ou bien par ethnie, bien entendu, il faut placer des gens qui vont faire des pressions sur les gens et les maintenir dans les rangs. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec Niamtougou. Et le fait qu'ils aient assassiné Majulba, ils ont aussi accentué leur entrain, leur envie d'impliquer les gens de Felgou, en particulier les Naourouba, pour endormir ou bien pour les amener à jouer le jeu en leur faveur. Sinon, ils ne sont pas là pour les Naourouba, ils sont là pour s'enrichir et participer à maintenir le bateau là où il est. Donc, ces gens-là, c'est pas eux qui représentent Doufelgou. Ils ne représentent Doufelgou en rien. Au contraire, c'est un mal. Ce n'est même pas maintenant que le système est en train de chavirer, le bateau est en train de chavirer, qu'on va nous donner des ministres, des postes même le Mawama, le procureur, et tous ces gens-là, le chef d'état-major, et le chef d'état-major de l'armée, comment on les appelle là. C'est pas maintenant qu'on doit s'acharner à donner des postes comme ça à une préfecture, à une seule préfecture. C'est curieux, non? On a 2 ministres, et on a tellement de gens de Sioux, c'est pas par hasard. C'est à cause de Majulba, justement. C'est à cause de Majulba que cela se fait comme ça. Nous devons tous le comprendre. Majulba Kalix ou bien Bitala Majulba? Non. Majulba Kalix fait partie de ceux qui sont au pouvoir. Je parle de Majulba qui a été assassiné. C'est à cause de lui qu'ils ont voulu endormir la population, mais on n'est pas bête. On sait que c'est des jeux comme ça. Ça n'a pas construit Niamtougou du jour au lendemain. Niamtougou est toujours là-bas, le Doufelgou est là-bas comme tous les pays, toutes les autres régions du Togo. Hein. Mais vous avez un accord. Ah oui, ça j'allais oublier de... Bon, écoute, c'est une infrastructure qui a été construite par Yadema, bien entendu en expropriant des centaines d'hectares de palmeraies, qui était la ressource principale du milieu des palmeraies. Le palmier a eu, vous savez, sous le colon, quand les colons sont venus, ils ont admiré Niamtougou à cause des palmeraies. Parce qu'ils ont dit que on a appelé ça la ville du palmier. À l'époque, on était quand même avancé. Parce qu'on fabriquait le savon, on faisait l'huile, on fabriquait du savon qui se vendait. Les femmes bassards venaient l'acheter et le vendaient au Ghana. Ça veut dire que c'était une mini-industrie qu'on avait. Maintenant, et tout ça, et l'aéroport a tout balayé, et les gens de Doufelgou n'ont pas quelque chose, c'est de ça qu'ils vivaient. C'était la première production du milieu. Donc ils ont, bon, c'est un fait accompli. Maintenant, il faut construire, il faut faire en sorte que l'aéroport soit digne de ce nom. Construire les hôtels, construire ce qu'il faut pour que les gens travaillent. Si c'est ça qu'on faisait, bon, on va dire que c'est une infrastructure, on a beaucoup dépensé pour ça, pour le pays, ça pouvait servir. Mais
Franchement, ce n'est pas quelque chose qui arrange nécessairement Doufelbou. Hein. C'est un aérodrome qui sert le système. Et Fort Gnassingbé, nous ne savons pas exactement ce qui est là-bas, ce qui se fait là-bas. Bon, d'autres disent beaucoup de choses qui se font. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Oui, le jeune Bawara, le jeune Gilbert Bawara est devenu comme une colle rattachée à la peau de Fort. Pourquoi Bawara est inamovible? Il y a 18 ans qu'il est ministre, inamovible. Est-ce que c'est parce que c'est des amis ou bien c'est parce qu'il fait un bon travail? Il est un griot de Fort. Et pourquoi un seul ministre? Alors qu'il y a des jeunes qualifiés, des jeunes talentueux qui pouvaient occuper mieux sa place. Bon, vous qui êtes un de leurs frères, pouvez-vous tenter de répondre à cette question-là? Ce que je vais dire, le petit Bawara, il a fait Sokodé, hein? Vous le connaissez à Sokodé, à comment là-bas? Non, je n'ai jamais connu. Vous ne le connaissez pas, il y a plein de gens qui le connaissent là-bas. À Sokodé? Ouais. Ah bon? Ouais. Les gens le connaissent. Mais ben, moi, j'ai eu des amis, bon, la famille Bafaï, j'ai connu les familles Tatoa, Bamana, etc. Et nous avons fraternisé. D'ailleurs, Bafaï Eugène était mon sœur ami, c'est la nuit qui nous séparait. Et ils ont leur sœur en France. Il y a Bafaï Étienne qui a été directeur de la BTCI, c'était de jeunes enfants devant nous. Peut-être que c'est avec Bafaï, il doit être peut-être de la classe de Bawara. Bawara était très jeune, je ne pouvais pas le connaître. Oui, c'est vrai. Il était en plus, je crois qu'il est resté à Kouma, c'est son oncle. Bon, les gens le connaissent là-bas. Pour répondre à la question, c'est une gymnastique à laquelle tout le monde peut se livrer, hein, parce que je ne le connais pas outre mesure. Hein. Moi, j'étais ici quand ils sont revenus de France, ils ont commencé par gérer ce pays-là. Je crois qu'il y a une histoire d'enfance. Il me semble qu'ils se sont connus au collège Chaminade avec Fort Gnassingbé, c'est ce que j'apprends. Leur amitié date de là-bas, c'est ce que j'ai appris aussi. Hein. Mais c'est un fidèle des fidèles, comme vous avez Barquet, non? Barquet est toujours là. C'est les fidèles des fidèles. Ceux qui peuvent faire marcher un système, ben on les maintient. C'est ce que je peux dire. C'est un bon griot. Vous voyez comment, quand il s'agit de parler haut, on lui donne la parole, c'est lui qui parle. C'est le haut-parleur du gouvernement. donc, on peut dire que c'est pour cette raison qu'il est maintenu. Donc, il n'y a pas de compétence particulière. Quand il veut parler de la Constitution, tu vois comment il est arrogant, il est violent. C'est les gens comme ça qui font marcher ce genre de système. Donc, c'est pour ça qu'on le garde. Moi, je ne vois pas autre chose. Hein. C'est pour ça. Et voilà. Et l'autre frère, comment il s'appelle encore, l'ancien ministre des droits de l'homme, il s'appelle comment encore le... Il y a de Doufelbou aussi. Oui, bien sûr. Ancien ministre des droits de l'homme, c'est qui ça? Chers amis, aidez-nous. La mémoire n'est plus fidèle là. Il n'est plus du gouvernement et je crois qu'il a eu des pétrins là, Trimois, voilà. Trimois n'est pas de Doufelbou, il est Kabien. Quoi? Oui. Trimois n'est pas de Doufelbou. Moi, je l'ai toujours pour Naouda. Non, il n'est pas Naouda. Ah bon? Trimois est Kabien. Ah, d'accord. Bon, alors nous laissons tomber. Voilà. Lui. Sinon, je croyais qu'il était... Sauf à déplorer que le ministre comment il s'appelle? Kaliste Madjoulba. Madjoulba, oui.
accepté d'aller au gouvernement en sachant qu'on a assassiné son frère. Ce n'est pas que c'est un soupçon. Nous sommes tous témoins qu'on a assassiné son frère. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de leur papa. Qu'est-ce que leur papa va dire? Qu'est-ce que leur papa va penser? Je ne sais pas si il vit encore, leur papa vit encore? Non, 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 non. Ah, voilà. Son papa, c'est curieux, leur papa fut parti d'un groupe qui a tenté un coup d'État. C'est qu'une coïncidence bizarre. Hein. Bitala, et leur père, qui s'appelait Gilbert, on dit que c'est de lui qu'on a donné le nom de Gilbert Bawara. C'est lui qui a donné le nom à Gilbert Bawara. Il s'appelait Gilbert Bafida Oura. Leur père, Bafida Oura et Badjoulba. Donc, lui et Bataba, le père de Bataba, le père de Rodiba, le père de Rodiba, voilà. Rodiba, les Reda. Donc, ils ont voulu faire... Tu as connu un Reda Malegena? Non. Reda, il a fait ce codé thé noir comme ça. Moi, j'ai fait la classe avec lui. Reda Malegena Negro. Il s'appelait comme ça. Ah, ok. Donc, allez-y. Donc, ces gens-là ont tenté de faire un coup d'État en 69 à Yadema. Ah, donc c'était le coup d'État où Bokoboso a tiré, a rentré sa cible. Après Bokoboso. Après, ok. C'est pour ça que quelquefois je m'interroge sur la manière dont ils ont traité Badjoulba et puis Bataba. Et ils ont préparé le coup, au lieu d'aller faire leur travail, ils sont allés dire ça à Dadjo en croyant pouvoir bénéficier de son soutien. C'est Dadjo qui les a trahis. Dadjo a dit non que Yadema c'est son fils. C'est comme ça que Yadema a envoyé les gens les cueillir. Ils ont fait la prison de Mango et c'est le même Dadjo qui a intercédé pour qu'on les libère. Quand on les a libérés, on les a foutus à la gendarmerie. Donc le père de Badjoulba et Gilbert était à la retraite et il continuait par chanter les chansons traditionnelles, des chansons qui font réfléchir, des chansons de mélancolie, des soucis qu'il chantait. Il chantait, j'ai même des morceaux de lui si je savais. Ouais, des chansons dans la tradition là. Leur père, c'était celui-là. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il va penser que ces enfants se soient retrouvés dans cette position. Lui qui a souffert, emprisonné en Mango, libéré, qui revient, et puis bon voilà, retraité dans les douleurs, et voilà leur fils se mange au service d'un système. Un des fils est même tué, et c'est terrible quoi. Et donc c'est lui, son cas qui Kalis Badjoulba qui me fait mal. Bien, voilà. On va avancer sur le même sujet. Voilà, vous vous rappelez? L'enterrement, ouais, je me rappelle. L'enterrement. Ouais. Bien, on va donc tomber sur le cas Bitala Badjoulba assassiné. Donc, le lundi 23 octobre 2023, c'était ouvert à Lomé le procès dans l'affaire d'assassinat du colonel Bitala Badjoulba, retrouvé mort dans la nuit du 4 au 5 mai 2020 dans ses bureaux. À l'issue de ce procès, des complices ont été jugés, condamnés à diverses peines d'emprisonnement. Ce qui a été bizarre dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des complices, mais pas d'auteurs, poseurs d'actes. Que pensez-vous de ce procès alors? Ce procès doit être rouvert un jour. Ce procès doit être refait un jour parce que ça n'a pas été un procès. C'est une mascarade, c'est un jeu d'enfants auquel ils se sont livrés. C'est justement pour protéger les vrais commanditaires. On n'a pas
On n'a pas exposé le mobile du crime. On n'a pas dit quel est le mobile du crime. Pourquoi il a été tué? On n'a pas démontré ça. Donc ce procès, ce n'était pas un procès, c'était une mascarade. C'était un jeu pour pouvoir l'enterrer. Tu sais qu'il a gardé, on a gardé son corps pendant au moins 4 ans. Donc, malgré toutes les supplications, toutes les lettres que nous avons envoyées, sont restées. Il fallait absolument l'enterrer. Il fallait faire quelque chose pour finir avec ce truc, cette situation qui agaçait finalement les gens de Doufelgou. Et ils ont eu l'idée de cette justice fausse, de cette fausse justice. S'il faut analyser le procès lui-même, l'instruction, elle est fausse parce que d'abord, pourquoi le huis clos? On n'a pas souvent parlé de huis clos. Et les juristes n'ont pas, bon, au Togo, comme on ne nous permet pas, on ne permet pas aux juristes d'expliquer les choses. Le huis clos intervient en quel cas? Le huis clos, ce n'est pas, on ne l'applique pas n'importe comment. Le huis clos, c'est par exemple, il y a une affaire. D'abord, il faut savoir qu'en droit pénal, la publicité, c'est la règle. C'est-à-dire que le procès doit être public. Oui. C'est la règle qu'on ne viole pas en droit pénal. Donc, quand ils ont fait le huis clos, c'est pourquoi. Quand est-ce que le huis clos s'applique? Le huis clos s'applique notamment, par exemple, dans les cas des mineurs. On ne peut pas juger des mineurs publiquement. Ou bien pendant qu'on juge un procès, il y a un aspect qui demande qu'on fasse le huis clos. Donc le juge peut statuer immédiatement pour dire cet aspect, on ne peut pas le faire en public, donc on va faire un huis clos. Ou bien en cas de viol, par exemple, on ne peut pas mettre la dame devant et puis on va juger publiquement. C'est en ces cas rares là, comme ça, seulement qu'on voit le huis clos. On n'utilise pas le huis clos pour des meurtres, des crimes. Bon, donc il y a cet aspect-là. Maintenant, l'autre aspect, il faut qualifier, c'est-à-dire, est-ce que c'est un crime? C'est une infraction militaire? Il faut savoir que même les infractions de droit commun qui sont commises par les militaires sont jugées par les tribunaux de droit commun. C'est-à-dire que quand c'est un crime comme celui-là, c'est le droit commun qui s'applique. Vous voyez? Donc, les crimes et les infractions militaires sont par exemple la haute trahison, l'infraction à le refus d'être discipliné, le refus d'obéir, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que le tribunal militaire connaît, sur lesquelles les militaires... Ce qui concerne le militaire, voilà. Quand une infraction est commise par les militaires, on va poser la question de savoir est-ce qu'elle pouvait être commise par quelqu'un d'autre qui n'est pas militaire. Quand on dit oui, si on répond oui, cette infraction-là, elle n'est plus une infraction militaire. C'est-à-dire que Madjouba pouvait être tué dans la rue, non? Oui, il pouvait mourir comme on tue. Ce qui s'est passé là, ça peut se passer ailleurs que chez les militaires, oui ou non? Si c'est oui, donc ça veut dire que c'est pas, on ne va pas le juger devant un tribunal militaire. Vous voyez? Ils ont créé un tribunal militaire simplement pour protéger les militaires. Vous voyez? Pour donner un signe, pour envoyer un signal aux militaires pour dire quand vous commettez les crimes, si on doit vous juger, on ne va pas vous juger publiquement. Vous savez, ça peut vous leur donner cette idée-là, leur donner une garantie qu'ils ne seront pas punis comme tout le monde, même s'ils commettent des actes de droit commun. Vous voyez? Donc ce procès-là, il doit être ouvert un jour. Qui a été finalement, qui a fait quoi dans ce procès? Qui a tué qui? On n'a rien compris. Donc il fallait trouver quelque chose pour coller à Kadanga, qui lui-même a dit que les balles qui ont tiré sur Madjouba, ce ne sont pas des balles qui sont partout, c'est des balles qui sont avec la garde présidentielle seulement. Est-ce qu'on a creusé cet aspect? On n'a pas creusé ça. On n'a pas creusé. Il a dit quelque chose de très sérieux. Oui, mais le rang que lui il occupe est justement dans cette situation où il se trouvait complice ou je sais quoi,
est-ce qu'il ne pouvait pas se dépasser pour donner le nom du commanditaire? Ou bien donner le nom de celui qui a porté la... On peut faire des suppositions. On peut donner nos opinions, hein, parce que on ne sait pas. Donc, il pouvait pas. Est-ce que tu sais ce qu'on l'a menacé? On lui a dit, si tu fais ceci, c'est ce qu'on va te faire. Oui, c'est ça. On le sait. Donc, il est obligé de dire ce qu'il a. Mais je peux dire qu'il a dit beaucoup. Parce que connaissant son système, il a dit beaucoup en disant que cette balle est une balle de la garde présidentielle. Il a déjà tout dit. Il a tout dit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, ceux qu'on a condamnés, ou bien ceux qu'on a cités comme les... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas les victimes comme la dictature sait le faire de ses serviteurs? Ça peut être ça. Donc, moi, je pense que ce procès-là doit être refait un jour. Un jour. Il sera refait. Là, ce n'est pas un procès, ça. En tout cas, l'affaire-là n'est pas terminée. Ouais. Tout comme l'affaire de Bataba, pour moi, n'est pas terminée, pas close. Vous vous rappelez ce Bataba en question? Oui. Un ou 2 mois après la mort de... Un mois après. Bataba, oui, après. On dit qu'il était en mission. Voilà, on dit qu'on l'envoie en mission. Il y a une de ces photos qui circule. La dernière photo qu'il a faite, il s'est arrêté pour voir Dimilin, celui qui est le chef d'état-major actuellement. Il s'est arrêté à Kara. Cette photo-là, il est à côté d'une voiture blanche. Voilà. Donc, c'est la dernière fois qu'on a vu, lui-même a fait des photos. Et on arrive maintenant vers Namboulou. Quelques temps après, on dit qu'il est mort. Ils étaient 4 dans le véhicule. On dit que le véhicule a fait des tonneaux. Mais c'est lui seul qui est mort. Comme Dieu est grand, ils ont ramené des damjans de boisson qui étaient dans le véhicule, qui a fait des tonneaux. Et lui seul est mort dans cet accident. Vous voyez ça? Donc il amenait des damjans, qui avaient des damjans de Sodabi, qu'ils ont ramené à la maison. Tu vois comment Dieu s'est attrapé. Il n'a pas été violent quand même, on se souvient. Il conduisait un véhicule en suivant les enfants qui manifestaient, mais il n'était pas violent. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le chef d'état-major. On ne sait pas, il a oublié son ami, ou il a oublié ses amis. Donc, voilà la situation, quoi. Bien, bon, on va quitter ce thème-là pour aborder un autre sujet. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Mais nos frères, pour ironiser un peu la rentrée scolaire, vous voyez ce qu'ils ont fait. Peut-être des salles de classe mobiles au Togo, comme on en a partout. Les gens travaillent sur les appartements comme ça. Mais c'est triste, c'est l'éducation nationale au Togo, vraiment, c'est vraiment triste. Bien alors, mon cher Joseph, donc la rentrée scolaire est là et la rentrée a été repoussée d'une semaine. Le gouvernement trouve l'idée géniale de sécuriser les lieux scolaires. Donc, va-t-il placer les forces de sécurité à l'entrée des établissements scolaires ou quoi? Bon, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué du ministre du ministère. Non, je n'ai pas lu. Mais pendant ce temps, il y a au nord du Togo une nouvelle attaque dans la nuit du 13 au 14 septembre. Oui. Et qui a fait 5 morts avec
toujours des déplacés. Il parle de sécurité. Je ne sais pas si au Togo, au niveau des établissements scolaires, s'il y a eu quelque chose d'insécurité pour que le gouvernement pense sécuriser davantage ces lieux scolaires, les établissements scolaires ou quoi, alors qu'au même moment au nord, depuis, on parle de l'insécurité, les terreaux viennent. L'éducation nationale en général, et maintenant avec l'éducation nationale dans la partie atteinte. Je ne connais pas de mesures claires pour la région des savanes en termes de protection sérieuse, si ce n'est pas des mesures par à-coup. Quand quelque chose arrive, on réagit. Par exemple, tu vas les voir maintenant, c'est ainsi courir dans tous les sens qu'ils veulent faire quelque chose. Voilà. On a l'impression qu'ils n'ont pas jusqu'ici conçu quelque chose pour impliquer même la population dans la lutte contre le terrorisme. Si c'est le terrorisme vraiment, je ne comprends pas. Hein? Il y a quelques années, ils avaient, dans le cadre d'une association des ressortissants de PIA, le général Berena a rassemblé les gens de PIA pour parler du terrorisme. Là, je me suis dit, mais ça, c'est quelle histoire ça? C'est les gens de PIA qui vont aider les gens à faire à lutter contre le terrorisme. Pourquoi vous ne parlez pas sur le plan national? Vous commettez des crimes partout et vous demandez aux gens que les gens n'ont qu'à parler du terrorisme là dans leur milieu. Comment moi je vais parler comment je vais faire pour parler du terrorisme quand vous tuez les gens dans le Nouvel-Goût? Vous ne posez pas le problème de façon nationale, vous voulez dire, vous les ressortissants de PIA. Qu'est-ce que ça a à voir avec les ressortissants de PIA par rapport à la crise du terrorisme? Donc il y a cette navigation a vu ce jeu de devinette face à une situation sérieuse. Sérieux? Oui. Maintenant, on n'a finalement pas, on n'a pas d'informations sérieuses sur le terrorisme au Togo. On n'a pas d'informations sérieuses sur lesquelles on peut faire des analyses et même faire des propositions, puisque c'est notre pays quand même si on n'aime pas le pouvoir, si on avait vraiment les informations qu'il faut, on peut se demander, mais on peut proposer des choses. On n'a pas d'informations. Le pouvoir ne met pas les informations à notre disposition, à la disposition du public. Quelquefois, on oublie même qu'il y a ce problème. Et on vit comme ça, et un jour, on dit qu'il y a une attaque. S'il ne s'agit pas de la vie des gens, on va dire, mais ça, c'est un amusement, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais les gens meurent sérieusement. Les gens se sont déplacés. Des régions sont déplacées, et un pouvoir est là qui ne veut pas résoudre les problèmes, ou bien qui ne sait pas résoudre les problèmes. Je crois que c'est ça. Donc, il ne sait pas comment dire. Il y a un vieux et son fils qui, étant sur leur charrette, traîné par un âne, est tombé sur une mine et ça a éclaté, ils sont morts. Alors qu'il y a un problème? Alors que ce vieux-là et sa famille étaient dans un autre village. Pour fuir les terreaux qui font ravage dans ce village, il est revenu dans un autre village qui a été attaqué la fois dernière. Vous voyez? L'insécurité totale. Et je ne sais pas, votre président François. Nous avons affaire à... Bon, c'est pour ça que certains doutent que le terrorisme ne soit pas fait par eux-mêmes. Il y a certains qui le disent. Hein. Qu'on doute de ce terrorisme-là, ou bien qu'on doute que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur pour terroriser nos populations. Si c'était le cas, ça c'est une priorité des priorités. C'est ça. C'est une priorité des priorités. Tout le pays doit être en alerte. Et c'est eux qui doivent donner l'information. Mais ils sont là, ils prennent les moyens pour mater ceux qui peuvent les critiquer ou bien qui peuvent marcher pacifiquement. Ah oui. C'est ceux qui savent faire.
Ah oui. C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Je vais revenir sur l'éducation nationale. C'est préoccupant, hein, l'état de nos écoles. Vous avez vu comment le lycée du 2 février, nous avons publié là-dessus la dernière fois, abandonné en 2023. Hein? Parce qu'il était mal construit il y a 30 ans. Il pouvait tomber sur les enfants. Donc, le lycée est abandonné. On ne voit même pas le signe de travaux, de réfection ou bien de reconstruction. Et les gens sont sortis. L'école là, le lycée là accueillait 1500 élèves. Du jour au lendemain, on les répartit sur le lycée de Kakaveli, le lycée de Berky-Kamer, le lycée de, je ne sais pas quel autre lycée. Et aujourd'hui, on va dans ce lycée-là et on voit seulement les chèvres qui se baladent là-bas et c'est tout. Voilà un pays. Hein? Lycée du 2 février qui était censé représenter donc les exploits des Adémans, vous vous rappelez, de l'attentat de Tarakawa de 1974. Quand il revenait le 2 février, donc le retour triomphal. On appelait ça retour triomphal. Le 2 février. Et donc, voilà un exemple de gâchis. Et regarde les écoles dans nos villages. Ça, c'était la capitale, ça. C'est ça. Regarde les écoles dans nos villages. Rien. Les gens restent sous les arbres pour étudier, les enfants. Quel genre quel avenir on veut former? Quelle personnalité on veut former? Quand un enfant n'étudie que sous un arbre, sous un tronc d'arbre qui le pique, qui le fait tomber, des murs qui quelquefois tombent sur eux. Mais c'est préoccupant. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse vraiment. Hein? Donc, je ne sais pas ce qu'ils font de cette rentrée. Chaque rentrée, on repousse d'une semaine. Nous qui avons des charges là-bas, quand on repousse comme ça, tu souffles une semaine et puis bon, tu dois encore chercher les sous pour dire les enfants doivent aller à l'école. Hein? C'est parce que les gens, si la diaspora ne faisait pas ce qu'elle fait. Vraiment. Bon. Bien, on va arriver. Tout à dire. C'est à l'avant-dernière question. Donc, je vous fais regarder une vidéo. Et vous allez faire un rapprochement. Et parfois, c'est certains qui chassent les autres. Et par contre, c'est les autres qui chassent certains. Donc, voyez la vidéo. OK. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous remarquez que dans la première vidéo, j'ai mis, je crois, autre pays. Et dans la deuxième vidéo, j'ai écrit au Togo. Donc, dans la première vidéo, vous remarquez que c'est
les jeunes, c'est le peuple qui chasse les soldats quand dans leur pays, le gouvernement n'est plus en mesure de subvenir aux besoins des populations. Donc, tout en colère, le peuple est mécontent de tout le monde, du gouvernement, des soldats, enfin, qui représentent dans la rue ce gouvernement-là. Vous voyez, le peuple, une marée humaine s'est jetée sur les soldats qui ont fui. Par contre, je ne veux pas dire dans quel pays, mais je veux qu'on fasse une petite analyse là-dessus. Par contre, vous voyez qu'au Togo, les gens, les manifestants ne sont pas nombreux et c'est les soldats qui chassent leurs propres citoyens et concitoyens. Donc ils les poursuivent comme des lièvres. Et vous avez entendu un soldat demander, mais tu es d'où? Comme si le gars, comme s'il répondait que non, je suis Kabien, je suis de Kara. C'est un exemple. Donc, peut-être qu'on le laisserait passer. Ou bien je suis de Sopodé. Donc là, il a beaucoup à faire avec la police. Vous voyez? Donc, j'ai voulu que nous fassions un petit rapprochement entre la première partie et la deuxième partie. Et si on pense au Népal, dont vous parlez au Népal, vous avez vu comment ça s'est passé là-bas. On ne peut même pas comparer ce qui s'est passé avec ce qui se passe au Togo. Ce régime de père en fils a tout fait pour mettre la peur dans la tête des Togolais à cause des armes, à cause de tout cela. Les gens ont peur. Mais il va falloir qu'un jour, on en finisse avec cette peur-là si on veut effectivement chasser ce régime. Quelle est, vous, votre analyse d'abord de ces événements, de cette vidéo que j'ai collée et votre propre analyse sur ce... Je pense que j'ai pensé que la première vidéo montrait le Népal. Je vais dire simplement que ils ont tué les gens au Népal et la foule ne s'est pas arrêtée. Non, c'est pas arrêté. Ils ont tué jusqu'à 19 personnes. La foule s'est accrue, a augmenté d'ardeur. Les problèmes se ressentent comme deux gouttes d'eau. Parce que dans ces pays-là, quand on voit que la police fait déjà à quelqu'un, ils sortent encore plus massivement. Non, plus massivement. Alors, je crois que... Oui. Ouais. Nous n'avons pas encore atteint je crois que ce niveau de détermination. Parce que dans les années 90, Edema avait cru qu'il est tombé. La manière dont les gens se sont mobilisés pour le 5 octobre, c'est la première fois que ça a fait peur à Edema. Très sérieusement. Et en 2017 également, c'était une période où on a vu une mobilisation vraiment gigantesque. Je crois que nous devons refaire ça et ne pas reculer quand ils viennent tuer quelqu'un ou des gens. Parce que si vous reculez, ils vont vous exterminer, ils vont s'asseoir beaucoup plus. C'est ce qui s'est passé après 2017. Et nous devons arriver absolument à faire comme le Népal. Il n'y a pas 36 solutions. On doit arriver à ce point. Si on veut vraiment mettre fin à cette pagaille, c'est une vraie pagaille chez nous, si on veut vraiment mettre fin à ça, on doit arriver à ce niveau. Absolument. On doit arriver à ce niveau. Ça, ce n'est pas être méchant que de le dire, parce qu'eux, ils sont méchants. Les gens profitent de ça pour dire qu'on appelle à la violence. Ce que vous faites, vous êtes très violent envers vos populations. Le peuple togolais doit se déterminer. Mourir, vous allez mourir de toute façon. Vous allez mourir. Mais vous tous, vous n'allez pas mourir.
Bon, dans la deuxième vidéo, j'ai vu, oui, effectivement, que le public n'était pas nombreux, mais je ne sais pas en quelle occasion ça se faisait comme ça. Je ne sais pas si c'est dans une manifestation ou bien c'est Oui, comment. dans une manifestation en 2018, suite au soulèvement du 19 août 2017. Et donc, quand il lui demande, tu es d'où? Je ne sais pas si c'est à Lomé. Je pense déjà qu'il se dit. À Lomé, il se dit. Un petit par rapport à ces deux pays. Quand nous sommes arrivés au Bénin en 93, c'est Cotonou, c'est Soglo lui-même qui dit. Quand il a pris le pouvoir, le Cotonou s'appelait Cototou. Ça veut dire qu'en si peu de temps, si on met les moyens, on peut. Quand nous sommes venus au Bénin, Lomé était loin, en avance sur Cotonou. Moi, j'affirme que si tu es assis sur la route comme ça en 93 au Bénin. Oh, ça bug. Ah, vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Allô? Moi, je suis là. Ça a bugué. Ça a bugué, reprenez là. Je disais que si en 93, quand nous sommes arrivés là-bas, si vous êtes assis au bord de la route, n'importe quelle route, vous voyez 10 voitures de luxe qui passent, au moins 5 ou 6 doivent être togolaises. Je vous assure. En 93. Aujourd'hui, les Béninois sont de loin plus riches que nous. Quand vous dites que les Béninois, que Talon est un France-africain, est-ce que le Bénin n'est pas développé? Et Ouattara est un France-africain, est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas développée? C'est parce que vous manquez d'ambition. On vous trompe avec des petites choses comme ça et vous vous arrêtez. C'est bon ce qu'ils font, surtout en particulier Talon. Mais les Togolais ne doivent pas faire ce genre de comparaison pour dire qu'il ne faut pas impliquer la France dedans. On ne voit pas la France dans ce qui se passe au Togo. La France est bel et bien là. Elle est bien là. C'est elle qui maintient tout. Elle n'a jamais oublié que c'est elle qui a assassiné Olympio. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Quand vous oubliez ça et vous faites vos analyses très limitées au Togo seulement, ça ne va pas loin. Moi, je ne dis pas qu'on fait quelque chose à la France, mais on doit le savoir, on doit le garder en tête à tout moment. Mais il ne faut jamais faire l'erreur de dire qu'on ne doit pas parler de la France. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. Parce que sans la France, Olympio ne serait pas mort. Et que la France, c'est qu'elle a mis, c'est ça qui est là. Et il veille à ça. C'est elle-même qui a fabriqué l'armée telle qu'elle est. C'est elle qui a instauré le tribalisme. Bon, on ne se connaissait pas. On n'est pas obligé de se détester. Mais c'est eux qui savaient qu'il fallait se détester pour pouvoir maintenir ce système-là. La division nord-sud au Togo qui a marché, c'est une œuvre française. Et il y a des moments, et celui-là qui a bien repris ça, qui a bien appliqué ça en nous divisant en amicales de préfecture. Depuis quand on fait une nation en maintenant les divisions comme ça, c'est fait exprès. Donc nous devons savoir analyser sérieusement, froidement notre situation en incluant l'aspect France-Afrique. On ne dit pas de ne pas combattre les gens, les Togolais qui sont dedans. Moi, j'affirme que notre problématique se formule avec sous deux axes, sous deux angles. L'axe endogène et l'axe exogène. Vous ne pouvez pas véritablement poser notre problématique en ne vous attelant qu'à un seul facteur. C'est pas réaliste. Vous n'allez aller nulle part. À chaque fois que vous faites quelque chose, il faut toujours penser. Qu'est-ce que celui-là qui nous a mis dans ça là pense? Qu'est-ce que la France pense? Je ne parle pas des Français, on n'est pas des